pardon, c'est le rein qui va être touché. Alors, le rein qui va être touché, ça veut dire que il y aura une atteinte ou une attaque des néphrons. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la filtration, il se fait au niveau du glomérule, au niveau des néphrons. Donc, s'il y a une diminution de la filtration, ça veut dire que le néphron, il est atteint. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la néphropathie tubulaire toxique. C'est-à-dire qu'on va avoir une atteinte des néphrons. Le plus souvent, et les doses dépendantes, c'est les sujets prédisposés. C'est-à-dire plus la dose de toxique augmente, plus l'atteinte du rein est importante. Alors, quelles sont les molécules ou les toxiques qui peuvent donner cette atteinte? Tout simplement, les antibiotiques. Alors, il y a certains antibiotiques qui sont néphrotoxiques et donnent en fait une atteinte du néphron, notamment les amines. Les amphitryphes, c'est des biotiques des atteintes au niveau rénal. Alors, comme autre toxique qui peut donner en fait des néphropathies, enfin, des néphropathies tubulaires, vous avez les produits de contraste. Alors, quand vous allez faire un scanner, en général, on fait un scanner avec une injection d'un produit de contraste. Le produit de contraste iodé, c'est de l'iode en général, qui va passer dans les vaisseaux et qui va faire un contraste avec le scan, avec les images de scanner pour bien faire apparaître en fait les vaisseaux. Donc, ces produits de contraste, par contre, ils peuvent là aussi, s'ils ne sont pas bien utilisés, ils peuvent donner une intoxication par atteinte rénale. Vous avez la cyclosporine aussi, vous avez les cisplatines comme anticancéreux. Donc, en général, les anticancéreux aussi, la majorité, ils sont des toxiques pour le rein. Alors, vous avez les solvants organiques, les halogéniques, les solvants organiques, notamment les anesthésiques généraux comme le méthoxyfurane, les chlorures, le tétrachlorure de carbone, le bromobenzène, et les métaux qui vont être en fait, qui vont être éliminés et parfois métabolisés au niveau rénal. Alors, on peut avoir une atteinte des néphrons par mécanisme immunologique, allergique, immunoallergique ou allergique. Alors, ça par contre, on ne connaît pas vraiment le mécanisme. Donc, c'est un mécanisme d'allergie. Donc, chez les personnes qui ont des allergies à la pénicilline, donc on risque avec l'ibuthalactamide, donc pénicilline, céphalosporine, etc. Avec les ANS comme l'indométhacine et avec les autres médicaments comme les diurétiques et les rifampicines. Donc, ça aussi, on peut avoir des atteintes soit allergiques, soit toxiques. Et bien sûr, il faut savoir faire la différence entre les deux. Alors, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë post-rénale. Donc, une insuffisance rénale par un mécanisme post-rénal. Alors, par un mécanisme post-rénal, quand il s'agit d'une précipitation intratubulaire de métabolisme, du métabolite. Ça veut dire qu'on va avoir le métabolite toxique, le métabolite du toxique qui va se déposer au niveau des tubulures, au niveau du tube collecteur et du tube proximal, et qui va donner en fait cette atteinte, cette insuffisance rénale, qui permet en fait, qui va bloquer en fait la sortie des urines par génération de l'acide oxalique. Donc c'est essentiellement l'éthylène-glycol qui va former l'acide oxalique. Alors quand il y a, ça c'est un toxique qu'on va voir tout de suite, l'éthylène-glycol en fait c'est un solvant. Et bien sûr, il peut donner en fait la formation à un métabolite qui est l'acide oxalique. Et l'acide oxalique, il va précipiter au niveau des urines. Et quand il va précipiter, il va bloquer la sortie en fait des urines. En fait, vous avez les sulfamides aussi comme métabolite qui va donner des métabolites N-acétylés et le méthotrexate. Donc, c'est des toxiques qui vont agir par précipitation de métabolites au niveau des tubes qui va permettre en fait la diminution de l'élimination des urines.
Alors, ça, j'ai juste l'exemple de l'éthylène-glycol. Donc, l'éthylène-glycol, elle est là. Donc, ça fait partie des alcools. Donc, on va revoir ça en détail quand on va voir les alcools. Donc, c'est un éthylène-glycol qui est un double alcool, CH2OH, CH2OH, qui va être transformé par l'alcool des hydrogénases en glyoxal, glycolate et en acide oxalique. Alors, cet acide oxalique, il va former des cristaux d'oxalate de calcium avec le calcium qui va se trouver dans les urines. Donc l'acide oxalique, il n'y a pas de souci, mais quand il se trouve avec, avec le calcium, ça va donner des cristaux de calcium. Et ça constitue, en fait, ça peut constituer, en fait, comme les lithiases vésiculaires. Donc c'est les lithiases vésiculaires au niveau de la vésicule, plutôt lithiase urinaire ou rénale, parce que ces cristallats de calcium, ils vont se déposer dans le rein et ils vont se déposer dans la vessie. Donc, en bloquant la sortie des urines, et ça va donner en fait une insuffisance rénale aiguë qui est due à un mécanisme post-rénal, justement, parce que c'est après métabolisme. Alors ça, c'est pour les insuffisances rénales aiguës. Maintenant, l'insuffisance rénale, elle peut se développer petit à petit, elle peut se développer sur plusieurs années pour donner des insuffisances rénales chroniques. Et ces insuffisances rénales chroniques, c'est en général des néphropathies de toxicité en fait du rein. C'est essentiellement une attaque rénale. Donc, on trouve des néphropathies tubulo-interstitielles chroniques, ça veut dire qu'une atteinte des tubulures, une atteinte du tubulure euh, d'une manière chronique, c'est le cas des métaux, parce que les métaux, comme on a dit, en fait, ils vont se passer obligatoirement par le rein, se forment inchangés. Donc, ils peuvent, et ils vont attaquer le rein, donc ils vont l'attaquer d'une manière euh, progressive pour donner en fait une insuffisance rénale chronique. Vous avez les mycotoxines comme l'ocratoxine. Alors, l'ocratoxine, c'est une toxine qui est libérée par des moisissures, mais long terme, parce que c'est en général, c'est des toxiques qu'on va retrouver à des doses très faibles dans l'organisme. Donc, ils ont la capacité de s'accumuler dans l'organisme. Donc, leur action, ils se voient sur une longue durée, bien sûr, d'une manière progressive. Et enfin, vous avez le paracétamol ou l'aspirine. Le paracétamol, on a vu en fait que parmi ces les métabolites NAPKI, qui va se former au niveau rénal et qui va vous donner en fait à une attaque en fait directe au niveau cellules rénales. Alors, la néphropathie chronique au niveau glomérulaire, elle est rare. En général, c'est essentiellement les tubulaires qui sont touchés par cette insuffisance rénale chronique. On a pu voir des néphropathies glomérulaires avec les amphétamines ou avec les antimétotiques. En fait, c'est les anticancéreux, mais en général, ça reste quand même rare, contrairement à l'insuffisance rénale par néphropathie tubulaire interstitielle. Alors, on peut avoir un syndrome néphrotique qui est aussi une atteinte chronique. C'est un syndrome néphrotique où le rein, normalement, il n'arrive plus à fonctionner. C'est les secondaires à la formation du complexe M1, donc formation des anticorps qui vont attaquer en fait le rein qui n'arrive plus à fonctionner. Euh, comme étiologie, donc vous avez les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, vous avez le sel de mercure, ça peut aussi en fait donner de ce syndrome néphrotique. Et bien sûr, vous avez les cancers rénaux. Alors les cancers rénaux, c'est des atteintes qui vont s'installer sur plusieurs années et ils sont dus à certains toxicants connus, notamment l'ocratoxine. Comme on a vu tout à l'heure, il est responsable de l'insuffisance rénale par néphropathie tubulaire. Il est aussi responsable du cancer rénal, donc la cancérisation, et la cyclosporine aussi peut donner à long terme une cancérisation du rein.
Alors, comme vous voyez, en fait, le rein, il peut être attaqué parce que c'est un passage obligé. Il peut être attaqué soit d'une manière, soit sur le plan aigu, c'est-à-dire d'une manière rapide, soit sur le plan chronique, d'une manière vraiment progressive. Alors, si le rein est attaqué d'une manière rapide, ça veut dire que le toxique, il est en grande quantité. Ça veut dire que ce sont ça veut dire que le rein, il ne va plus arriver à assurer sa fonction. Donc, on passe obligatoirement à la dialyse. Donc, on fait la dialyse rapidement pour éliminer le toxique et pour aider le rein à regagner en fait ses fonctions. Par contre, c'est le toxique, c'est l'intoxication, il se poursuit, enfin, il arrive d'une manière progressive, ben, à un certain moment, on va bien sûr installer la dialyse qui va être progressive, donc on va faire la dialyse régulièrement parce que le rein, il n'arrive plus à travailler à long terme. Sinon, on pense carrément à faire, en fait, c'est par exemple dans le cas fin du cancer, en fait, en cas d'insuffisance rénale terminale, donc on pense carrément, en fait, à une greffe rénale, en fait, à une greffe rénale pour changer le rein. Donc, ce qui fait, ça dépend en fait des cas. Donc, il faut juste savoir que il y a plein de toxiques qui peuvent entraîner un dommage au niveau des reins, qui peut être soit au niveau glomérulaire ou soit au niveau tubulaire. Alors ensuite, on va voir les manifestations au niveau pulmonaire. Alors, au niveau pulmonaire, donc le poumon, il fait partie de l'appareil respiratoire. Donc, l'appareil respiratoire qui commence normalement dans la partie en fait extérieure, ça veut dire donc la partie oropharynx. Donc, vous avez le nez, en fait, on a le nez en fait, le nez, le larynx qui fait passer en fait l'air et les branches, la trachée, bien sûr. Ensuite, vous avez les branches. Et les branches, vous avez les bronchioles. Et les bronchioles, en fait, vous avez qui vont se terminer, en fait, les bronchioles qui vont se terminer par des alvéoles. Donc, c'est ça l'appareil respiratoire. Bien sûr, en fait, il y a les poumons, c'est le tissu en fait pulmonaire, mais bien sûr, après, il y a ce qu'on appelle la plèvre, qui est le muscle qui assure la respiration. Donc, en fait, l'ensemble de cet organe qui est le poumon, il peut être aussi un sujet d'attaque de certains toxiques. Alors, pourquoi il est important de connaître en fait les toxiques qui peuvent attaquer le poumon parce que le poumon constitue une voie de pénétration très importante. Donc, on en avait déjà parlé. Il y a les trois voies importantes de pénétration qui sont la voie orale, la voie pulmonaire, la voie respiratoire et la voie cutanée. Donc, en toxicologie, les voies les plus intéressantes. Bien sûr, en pharmacologie, vous avez d'autres voies, mais en toxicologie, c'est ça, les trois voies principales d'introduction d'un toxique. Donc, le poumon, il constitue une des voies principales. La pénétration du toxique, bien sûr, elle dépend de deux facteurs essentiels. Elle dépend d'abord de l'hydrosolubilité et elle dépend de la taille des particules. Alors, par rapport à l'hydrosolubilité, les particules, lorsqu'ils sont très hydrosolubles, bah, ils ne pénètrent pas beaucoup parce que tout simplement, très hydrosolubles, ça veut dire qu'ils vont être plus ou moins rapidement ionisés et chargés. Donc, ils vont être bloqués par les cellules en fait au cours du chemin. Donc, ils ne vont pas très bien pénétrer. Par contre, pour les particules peu hydrosolubles, comme le CO, donc le CO, il ne va pas en fait s'ioniser, donc la pénétration, elle est importante. Et rappelez-vous que la pénétration au niveau pulmonaire, pour les petites particules hydrosolubles ou liposolubles, ça se fait selon la loi de Fick. Et si vous vous rappelez, la loi de Fick, elle dépend essentiellement, là aussi, elle dépend de la solubilité. Et plus la molécule elle est hydrosoluble, moins elle va diffuser par diffusion simple, bien sûr. Alors, donc ça, c'est à connaître en fait pour les toxiques, pour voir est-ce qu'on va avoir une pénétration au niveau pulmonaire et bien sûr qui va passer au niveau sanguin ou pas. Alors ça, c'est le premier critère qui est l'hydrosolubilité.
Maintenant, le deuxième paramètre, c'est la taille de particules. Bien sûr, vous savez très bien que alors, on ne peut pas inhaler des particules de grande taille, ça c'est sûr. Alors, si la taille des particules est supérieure à 10 micromètres, si la taille des particules est supérieure à 10 micromètres, donc on parle en fait de nasopharynx. Et les particules, elles ne vont pas être absorbées, elles vont être bloquées par le mucus de nasopharynx. D'ailleurs, si vous remarquez souvent que quand vous inhalez de la poussière, que ce soit enfin, la poussière normale, vous faites de la farine, des particules chimiques, etc. Donc, quand la poussière qui est visible, qui certainement dépasse les 10 microns, une fois vous inhalez, vous commencez à tousser parce que c'est tout. Non, c'est pas. Vous commencez à éternuer d'abord. Éternuer et tousser parce que tout simplement, la toux et l'éternuement, ils vont essayer de dégager, d'éjecter en fait les particules supérieures à 10 micromètres et ça se fait par le mucus, que ce soit au niveau pharynx ou au niveau du nez. Alors, pour les tailles de particules entre 3 et 10 microns, donc ils vont passer, donc vous n'allez pas les sentir, ils vont passer, mais comme vous avez la trachée et les branches qui ont un diamètre, qui ont des pores qui sont très faibles, donc ils vont les bloquer à ce niveau-là. Et là aussi, vous allez commencer à tousser, tousser, tousser pour former du mucus pour qui va faire sortir en fait ces particules. En général, ils partent avec le mucus et la toux. Et par contre, pour les tailles inférieures à 3 micromètres, ben, ceux-là, ils passent au niveau de l'alvéole. Et bien sûr, qui dit alvéole, dit qu'ils vont être échangés avec le sang et ils vont pénétrer dans l'organisme. Donc ça, c'est au niveau pulmonaire. Alors, quand un toxique arrive au niveau pulmonaire, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire deux choses. Soit il va entraîner des lésions au niveau supérieur, ça veut dire qu'il va attaquer le poumon lui-même, soit il va pénétrer dans l'organisme et attaquer l'organisme. D'accord? Alors, l'effet au niveau respiratoire, ce sont des effets locaux, donc une atteinte locale. Alors, on commence par les effets sur les voies respiratoires supérieures. Donc, ils vont, comme on a dit, en fait, par le toxique, lorsqu'il va attaquer les cellules, donc il va entraîner une irritation. Il va entraîner une irritation, une inflammation, une bronchoconstriction. Ça veut dire que les branches, ils vont euh, être spasmées, se fermer. Donc, ça va entraîner la formation de la toux, une dyspnée, ça veut dire qu'on n'arrive pas à respirer et ça peut même déclencher un asthme. Alors, les toxiques qui sont responsables de ça, c'est le tabac, bien sûr, l'ozone, l'HCl, les dioxydes d'azote et les dioxydes de soufre. Donc, ce sont des toxiques qui sont agressifs sur la peau et qui vont entraîner en fait une atteinte pulmonaire. Alors, on peut avoir des lésions cellulaires, donc soit une activation en fait et une irritation, soit une lésion carrément cellulaire. C'est toujours au niveau local, c'est toujours au niveau en fait pulmonaire. Ça, on ne parle pas de l'atteinte systémique. Alors l'atteinte locale, il peut être due aussi par la formation de lésions, d'attaques cellulaires. Et la lésion cellulaire, donc la lésion cellulaire, il peut entraîner en fait une nécrose. La nécrose avec augmentation de perméabilité cellulaire, ce qui va donner un œdème aigu de poumon. Ça veut dire que les poumons ils vont être inflammés, augmentés de taille et n'arrivent plus en fait à assurer leur fonction de respiration. Donc, on trouve beaucoup de toxiques qui peuvent donner en fait ces lésions cellulaires et œdèmes, qui sont des toxiques caustiques, des toxiques qui sont agressifs sur la cellule, notamment le chlore. Donc, le chlore est un très puissant agressif sur le peau, très caustique. Vous avez la HCl. Si vous inhalez en fait les fumées de la HCl, vous risquez d'avoir une lésion cellulaire. Vous avez en fait le dichlorure de carbone, vous avez l'ammoniac, vous avez les dioxydes de soufre, le phosphore d'aluminium. Donc, vous avez beaucoup de toxiques qui peuvent entraîner en fait une attaque pulmonaire locale
par une lésion cellulaire. Alors, je vais juste donner l'exemple de phosphore d'aluminium. Alors, c'est quoi le phosphore d'aluminium? Le phosphore d'aluminium ou le phostoxin, c'est un pesticide donc, qui est utilisé, en fait, c'est un raticide qui est utilisé pour tuer les rats et les rongeurs. Alors, il est utilisé, en fait, ce qu'on appelle, en fait, le phostoxin, on l'appelle الحبة السوداء أو الحبة القمح qui est utilisé donc en général. Alors, il est connu chez les agriculteurs parce que c'est un très puissant en fait raticide et qui est utilisé pour, comme je vous ai dit, pour préserver les stocks de blé. C'est parce qu'il est utilisé en fait pour les stocks de blé. Alors comment se fait dans les locaux de stockage de blé, donc les hangars, on met le blé et on met en fait un comprimé, donc c'est de forme de comprimé de 1 gramme. Donc on met un comprimé et le comprimé, on le met en fait comme ça, on le dépose quelque part. Et bien sûr, par l'humidité résiduelle dans le local, le phosphore, il va se décomposer par l'humidité. Et la décomposition, il va former une vapeur, ce qu'on appelle en fait, qui est riche en HF3, c'est PHF3, c'est la phosphine. Donc, c'est une substance qui est responsable de l'intoxication. Donc, c'est la phosphine. Alors, cette substance-là, lorsqu'il va être inhalé par les rats ou les rongeurs en général, bah, il va tout simplement les tuer en entraînant une atteinte multiviscérale. Ça veut dire qu'il va attaquer le poumon, le foie, le rein, donc il va attaquer le système nerveux central, donc il va attaquer tous les organes. Alors, chez la personne, vous allez me dire comment il va être intoxiqué. Bah, il y a deux moyens d'intoxication par le phostoxin. Soit que la quantité qui est déposée pour stocker le blé, il est très importante et vous allez avoir un dégagement important de vapeur. Et lorsque la personne rentre pour prendre en fait les denrées stockées, bah, il reste une inhalation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il est utilisé en fait pour le suicide. Parce que comme on sait qu'il est très bien actif, qui est très actif en fait chez les rats ou même chez l'être humain, donc on l'utilise comme suicide. Alors, la personne qui va se suicider avec le phostoxin, bah, tout simplement, il va le diluer dans l'eau. Et quand il va le diluer dans l'eau, bah, il y aura formation de la phosphine. La personne, elle va avaler la phosphine donc, au niveau du tube digestif, soit il va le diluer, soit il va le prendre directement. S'il le prend directement, bah, le comprimé, il va se dissoudre dans le tube digestif, dans le liquide gastrique. Et bien sûr, les vapeurs de la phosphine, ils vont remonter le tube digestif et ils vont passer au niveau pulmonaire et c'est là où il va attaquer. Donc, c'est un toxique qui est très redoutable parce que c'est un toxique qui a entraîné la mort à beaucoup de jeunes parce qu'il est très utilisé en suicide. Alors ça c'est et bien sûr comme je vous ai dit il entraîne en fait une attaque pulmonaire et quand il y a une attaque pulmonaire bien sûr il y a toute les problèmes en fait derrière parce qu'il y a manque d'oxygénation, manque d'aspiration, d'oxygénation, atteinte rénale, atteinte pulmonaire, atteinte neurologique, etc. Alors, comme autre manifestation au niveau pulmonaire, donc vous avez la fibrose pulmonaire. Alors, c'est quoi la fibrose pulmonaire? Comme vous voyez ici sur la photo, donc vous voyez que au niveau de la photo, il y a en fait le poumon, il est tacheté, donc vous avez des taches blanches ici. Voilà, à ce niveau-là, il est très dense et à ce niveau-là, il est moins dense. Donc, vous voyez que le poumon, il n'est plus clair sur le cliché pulmonaire. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique, c'est-à-dire c'est une inflammation des cellules de manière chronique avec cicatrisation des alvéoles et des tissus interstitiels, poumons et infiltration fibreuse. Ça veut dire que au fil des années, il y a un processus inflammatoire qui va attaquer le poumon et qui va entraîner la cicatrisation des cellules. Ça veut dire que les cellules, elles vont se former
c'est comme si le tissu pulmonaire qui est normalement un tissu, l'éponge d'air, comme une éponge qui permet en fait le passage du sang et de l'oxygène, donc bien sûr bien les cellules pulmonaires. Alors les cellules, elles vont se durcir, elles vont devenir dures, et il y a au niveau d'interstitiel, et il y a formation de tissu au niveau interstitiel. Donc le poumon, il devient incapable de transférer en fait soit l'oxygène, soit le sang. Donc ça devient en fait très, très, très dur, et le poumon, il n'arrive plus à assurer en fait une oxygénation. Bien sûr, quand vous avez une fibrose pulmonaire, bah forcément, vous allez avoir une insuffisance respiratoire, puisqu'on n'arrive plus à respirer. Donc, il y a certains médicaments, mais parfois même, on n'arrive plus au stade où le médicament n'agit plus pour éliminer les tissus formés. Donc, on passe à la greffe en fait, pulmonaire. Quand la fibrose pulmonaire elle est installée, en fait, on n'arrive plus à la gérer, donc on passe à la greffe pulmonaire si bien sûr on trouve un donneur. Alors, quels sont les toxiques qui peuvent donner ce genre d'atteinte pulmonaire? Vous avez les toxiques chroniques, qui vont attaquer bien sûr d'une manière chronique, puisque déjà la fibrose pulmonaire, c'est une maladie chronique. Donc, en général, on trouve les petites particules, donc c'est les particules de produits chimiques qui sont toxiques, notamment la silice. Alors, chez les personnes qui travaillent les mineries de silice, bien sûr parce qu'ils sont exposés tout le temps euh, à la silice en fait via la nature de leur travail. Donc, ils vont développer justement cette fibrose pulmonaire due à la silice, et c'est ce qu'on appelle en fait la silicose. La silicose, c'est l'atteinte pulmonaire chronique qui est due à la formation des particules, des particules en fait, à la fixation des particules de silice au niveau pulmonaire. Nous avons aussi l'asbestose, qui est aussi une fibrose pulmonaire qui est due à l'amiante, qui est cancérigène d'ailleurs. Et bien sûr, vous pouvez trouver en fait le kaulinose qui est dû au kaolin, le talcose qui est dû au talc. Donc, c'est des particules qui vont se fixer en fait au niveau cellulaire pulmonaire et chez, si vous voulez, les cellules petit à petit. Et il y aura formation d'un système, d'un mécanisme d'inflammatoire. Et au niveau interstitiel, il y aura formation et durcissement en fait de ces parties interstitielles. Vous avez, ça peut être dû aussi à la limine, donc la luminose, au charbon, l'anthracose, et au beryllium, en fait, le berylliose. Donc, en général, c'est des maladies qui apparaissent en fait chez les mineries, chez les personnes qui travaillent dans les mines avec les métaux, les métaux. Comme vous voyez ici, ben c'est ça, hein, c'est les mineries. Hein. Donc, ces personnes-là, ils ne sont pas protégées. Donc, et le risque, en fait, c'est l'amiante. C'est l'amiante. L'amiante, c'est quoi? L'amiante, c'est un matériel, c'est un produit, c'est un matériel, c'est un matériau qui est très isolant. Donc, il est vraiment très isolant. Donc, comme vous voyez, c'est des fibres. Et il est utilisé, en fait, pour isoler donc, les constructions. Donc, il était utilisé les faux plafonds. Actuellement, c'est interdit parce qu'il il est cancérigène. Cancérigène grade 1 de la classification de CIRC. Donc, il n'est plus utilisé, mais on le retrouve dans les anciens bâtiments, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, on les utilise, comme je vous ai dit, en fait, pour l'isolation dans les faux plafonds, mais il est utilisé aussi pour la fabrication des plaquettes de freins des moteurs, des freins des voitures. Donc ça aussi, il est très puissant en fait pour cette action. Alors, lorsqu'on veut manipuler l'amiante, bah, il faut être protégé comme vous voyez sur la photo. Il faut vraiment être protégé. Il ne faut pas qu'on inhale parce qu'il faut savoir qu'une petite fibre, une fibre, ne serait-ce qu'une fibre, lorsqu'elle est inhalée, bah, elle peut entraîner à la langue en fait une fibrose pulmonaire. Donc ça, c'est parmi les problèmes qui vont attaquer, en fait, les produits qui vont attaquer à long terme le poumon. Alors, on peut avoir des emphysèmes. Alors, c'est quoi un emphysème? C'est une dilatation de la peau, dilatation du poumon et une lésion pulmonaire.
Donc, les emphysèmes, on peut les avoir avec le tabac, avec les dioxydes d'azote, l'ozone et les poussières de coton. Donc, le coton, ça donne en fait des dilatations au niveau des cellules pulmonaires et ça donne en fait des lésions. Après, on peut avoir aussi des réactions asthmatiformes. C'est ce qu'on appelle en général l'allergie. Donc, donc, c'est des réactions comme l'asthme asthmatiforme. Ce n'est pas un asthme déclaré, mais c'est des réactions qui ressemblent à l'asthme, qui peuvent être dues, qui sont bien sûr à installation progressive et chez des personnes en fait qui sont exposées, notamment soit à des moisissures. Donc, une personne qui travaille dans l'humidité tout le temps, bah, elle risque en fait d'inhaler des spores de moisissure qui peut donner en fait des réactions allergiques, des contaminations bactériennes. Le coton, enfin, c'est la poudre de certains métaux comme le coton, la poussière du bois, le cèdre, etc. Ça aussi, ça peut donner des réactions. Et les plumes, les excrétas d'oiseaux, en fait, c'est ça. Donc, c'est plein de substances qui vont être inhalées, parce que c'est des produits qui sont entre 0,5 et 0,3 micromètres, et ça peut donner en fait des réactions au niveau pulmonaire. Après, nous avons les cancers pulmonaires. Donc, les cancers pulmonaires, ce sont des cancers qui sont connus, hein, qui sont connus, les substances responsables ils sont connues, notamment le tabagisme actif. Donc, une personne qui fume sur plusieurs années, bah, elle risque de développer un cancer au niveau pulmonaire par suite à toutes les substances, à tous les produits toxiques que dégage en fait la cigarette. Parce qu'il faut savoir qu'il y a chez 3 ou 4 000 substances chimiques toxiques qui est dégagée lorsqu'on fume une cigarette. Donc, ce qui fait, vraiment, c'est très dangereux. Bon, il y a l'amiante, comme je vous ai dit, en fait, qui donne une fibrose pulmonaire avec un cancer. Et il y a les métaux lourds, notamment l'arsenic, le nickel, le chrome, qui donnent des cancers aussi par utilisation à long terme. Alors ça, c'est l'attaque, c'est l'atteinte du poumon lui-même. Maintenant, on peut avoir une atteinte pulmonaire, mais pas indirectement. Ça veut dire suite à une exposition par d'autres voies. Notamment, c'est l'exemple d'il y a le paraquat. Alors, le paraquat, comme vous voyez ici, c'est un liquide. Donc, comme c'est un liquide, bah forcément, c'est pas un solvant organique, c'est un liquide et forcément un liquide, il ne va pas être absorbé par voie respiratoire. Donc, un liquide, il va être absorbé essentiellement par voie digestive. Donc, figurez-vous que après une absorption digestive, le paraquat, il va attaquer le poumon. Alors, c'est quoi le paraquat? C'est un herbicide. Alors, herbicide, ça veut dire que c'est une substance, c'est un pesticide qui va attaquer les mauvaises herbes dans les cultures. Il est très largement utilisé parce qu'il est très efficace. Alors, il est très efficace et l'avantage d'IALO aussi, c'est qu'il va être dégradé rapidement par les bactéries du sol. Donc, quand vous allez utiliser le paraquat pour tuer les mauvaises herbes dans votre champ de culture, donc, forcément, il va attaquer les mauvaises herbes parce qu'il est très puissant. Et lorsqu'il arrive au niveau de la terre, donc il est dans la terre et il va être attaqué par la bactérie et il va être dégradé facilement. Comme je vous ai dit, c'est pas lipophile, donc il ne va pas s'accumuler. Donc, il va rapidement être dégradé par les bactéries du sol. Donc, c'est pour ça qu'il est largement utilisé. Alors, c'est un toxique lésionnel qui est pris par voie orale. Et bien sûr, l'évolution, elle passe en 3 phases. Parce que d'abord, il va attaquer le tube digestif. Ensuite, pour arriver à la fin à la lésion essentielle qui est la lésion pulmonaire. Alors, c'est un caustique très puissant. Donc, lorsqu'il est avalé, donc comme c'est un caustique, donc il va entraîner en fait une atteinte du tube digestif. Donc, après hépatique, donc il va entraîner la destruction des cellules hépatiques, et une insuffisance rénale aiguë à 12 heures. Donc c'est rapide. Après, en 4 à 10 jours, 4 à 10 jours après l'absorption, vous allez avoir une fibrose pulmonaire progressive qui va s'installer au niveau pulmonaire. Donc, comme vous voyez ici, la concentration plasmatique du paraquat en fonction de ton ingestion.
Donc, vous voyez, et les patients, ils décèdent ou ils survivent. Donc, vous voyez que les patients, ils décèdent beaucoup plus dans si la concentration plasmatique, elle est importante dans les jours qui suivent. Donc, c'est un toxique dose dépendant, c'est-à-dire plus la concentration est importante, plus vous avez de risques de décès, d'accord? Plus vous avez de risques de décès. Alors, le risque de décès, les patients, ils décèdent, voilà, donc le patient, il meurt beaucoup en fait après le 10e jour. Plus vous avez en fait la concentration est importante, plus vous allez avoir de décès. Moins la concentration est importante, moins vous risquez d'avoir de décès. Alors, vous voyez, en fait, ça c'est le paraquat. Il va être métabolisé au niveau hépatique. Et au niveau hépatique, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau hépatique, le paraquat et il va former en fait un radical libre, paraquat point, un radical libre. Et le radical libre, en fait, donc, vous voyez le paraquat qui va se transformer en radical libre, qui est le paraquat point. Alors, le paraquat, bien sûr, c'est toujours en fait, c'est au chrome P450 rédictase dépendant. Et ce paraquat, ce radical libre qui est très instable, et il va chercher, c'est comme le paracétamol, il va chercher là où il va chercher où se stabiliser, il va tout simplement se fixer sur le cellule hépatique. Et en se fixant sur la cellule hépatique, il va entraîner une cétolyse hépatique. C'est pour ça qu'au début, on va avoir rapidement une cétolyse hépatique qui est due à la formation du métabolite actif qui est le radical libre. Bien sûr, la même chose elle va arriver au niveau rénal et vous allez avoir une atteinte hépatique et rénale rapidement. Alors, ensuite, ce radical libre, il va entraîner des réactions au niveau pulmonaire parce que le paraquat, il a une préférence au niveau pulmonaire. Donc, il est distribué d'abord au niveau hépatique, bien sûr, rénal, mais il est distribué de préférence de le poumon. Et quand il va arriver au niveau pulmonaire, il va attaquer de la même manière. Donc, il va attaquer en fait en formant le radical libre, en se fixant sur les cellules et en formant en fait déclenchement de processus de cancérisation. Donc, vous voyez que le poumon là aussi, il peut être attaqué soit directement par le toxique, donc qui va avoir soit une action d'allergie, soit une action d'irritation ou d'inflammation, ou bien indirectement via les autres voies, donc il peut pénétrer par voie injectable, par voie orale, mais qu'il a de préférence au niveau fixation au niveau pulmonaire, et pas au niveau pulmonaire. Alors, bien sûr, on a vu en fait, le toxique, il peut avoir aussi une atteinte systémique après exposition pulmonaire. C'est-à-dire la voie de pénétration, elle est pulmonaire, mais l'atteinte, elle est systémique. C'est tous les toxiques en fait qui vont pénétrer par la voie pulmonaire, notamment le monoxyde de carbone. Alors, le monoxyde de carbone, il va bien sûr pénétrer par voie orale, puisque c'est un gaz, par voie pulmonaire plutôt, puisque c'est un gaz, mais il ne va pas attaquer le poumon, il va plutôt passer dans le sang et attaquer le sang. L'acide cyanhydrique, pareil, donc il va passer par voie pulmonaire, il passe au niveau sanguin, il va libérer les cyanures qui vont passer vers les tissus, vers les cellules, en fait, les mitochondries, et ils vont bloquer le cycle de Krebs. Donc après, ils vont bloquer en fait l'oxygénation cellulaire. Pour les pesticides, pareil, donc vous avez pénétration par voie pulmonaire puisqu'ils sont lipophiles, donc ils sont volatiles, pénétration par voie pulmonaire, mais passage au niveau sanguin, et bien sûr, ils vont passer dans leur site de fixation où ils vont exercer en fait leur action sur les différents organes. Et puis c'est pareil pour les anesthésiques généraux, bien sûr. Donc, toute substance qui est volatile, ou particulière, moins de 0,3 degrés, micromètres plutôt, qui passe par voie pulmonaire
et qui passe au niveau sanguin, bah, elle peut avoir une atteinte systémique suite à cette exposition. Donc, pour conclure sur ce cours, il faut dire que les toxiques ils peuvent se manifester à plusieurs niveaux et à tous les niveaux dans l'organisme. Un grand nombre de toxiques possèdent un tropisme organique. Et ça, c'est très important de connaître ce tropisme parce que le toxique, s'il a un tropisme, une affinité pour le foie, bah, il a beau tourner dans le sang, dans l'organisme, mais il va à la fin rejoindre le foie et il va attaquer le foie et l'atteinte, il va être pulmonaire, plus bien sûr les autres atteintes. Donc, c'est un effet déterminé dès les études de la toxicité chronique. On peut savoir ce tropisme, on peut savoir ce mécanisme déjà à partir des études sur l'animal. Bien sûr, la connaissance des mécanismes, toxiques systémiques, et permet deux choses. D'abord, prévenir certaines voies d'entrée, donc et protéger certaines voies d'entrée. Par exemple, comme on a dit en fait tout à l'heure, pour l'amiante qui va attaquer le poumon, on sait qu'il va attaquer le poumon, la silice ou l'alcaola, on a tous les produits. Euh, on sait bien sûr qu'ils vont attaquer et agresser le poumon. Bien sûr, on ne va pas travailler à visage ouvert. Ben, on va se protéger en utilisant des masques adaptés, des masques protecteurs. C'est comme on a fait avec le Covid. On sait que la voie de pénétration, c'est la voie pulmonaire, la voie respiratoire. Donc, on va nous protéger, en fait, l'entrée de cette voie. Ça permet aussi d'envisager des stratégies thérapeutiques. Alors, ça permet d'envisager des stratégies thérapeutiques pour justement prévenir comment on va gérer, en fait, en cas d'intoxication par ces produits-là, comment on va faire la prévention, comment on va commencer le traitement, qu'est-ce qu'il faut assister, est-ce qu'il faut mettre un antidote, etc. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai par rapport au mécanisme d'action. Je ne sais pas si vous avez des questions.